Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Ceux qui me suivent avec le plus d'assiduité le savent, dans le civil, je suis dépanneur informatique. Et il arrive fréquemment que des gens dans les commentaires YouTube me posent des questions sur mon boulot et notamment comment on fait pour se lancer dans ce domaine-là. Et bien je pourrais vous donner 3 conseils. Conseil numéro 1, le plus précieux, ne faites pas ça. Faites autre chose, faites quelque chose qui paye beaucoup mieux. Devenez prothésiste dentaire, c'est beaucoup moins chiant et beaucoup mieux payé. Mais si vraiment vous insistez, deuxième conseil, achetez-vous un bon cruciforme parce que ce sera votre outil de prédilection. Et troisième conseil, pour faire des diagnostics plus pointus, achetez-vous un bon multimètre. Seulement voilà, des multimètres, il y en a plein, il y en a à 10 balles chez Bricoman, et il y en a des beaucoup plus sophistiqués. Aujourd'hui, je vous propose de tester un modèle intermédiaire, un modèle qui coûte quelques dizaines d'euros. On va tester donc le contenu de cette boîte bleue sur laquelle il est marqué Scope Meter. C'est parti! Bien voilà, donc aujourd'hui on teste un multimètre, et pour ceux qui ne le savent pas, un multimètre c'est un boîtier qui permet à l'aide de 2 sondes de procéder à des mesures sur des composants électroniques ou des circuits électriques. Par exemple, vous pouvez mesurer la résistance d'une résistance, ou la capacitance d'un condensateur, ou la continuité tout simplement, c'est-à-dire savoir si 2 points sont reliés entre eux électriquement ou pas. Voilà. Et la particularité de ce multimètre, c'est qu'il intègre une petite fonction oscilloscope assez basique, mais néanmoins qui a le mérite d'être présente. Donc on va tout de suite procéder à l'unboxing, parce que voilà, la boîte, c'est une boîte vraiment totalement générique. La seule chose qu'il y a de marqué dessus, c'est Scope Meter. Donc on va pas regarder ça dans le détail. Il y a quand même la référence, hein. LM 2001, c'est la référence du produit. Il y a son petit numéro de série aussi, mais c'est tout, hein, vraiment. Dans la boîte, on trouve une housse qui contient déjà le produit, et une notice qui est en grand format et qui n'est disponible que en anglais, je crois bien, oui, mais qui est assez détaillée. Et vous aurez besoin de cette notice notamment pour savoir comment on effectue les différents branchements, etc. Donc à ne pas perdre, à conserver toujours à proximité. Sympathique cette petite housse, c'est pas quelque chose qu'on s'attend forcément à avoir avec un multimètre, qui est plutôt quelque chose d'assez utilitaire. Mais voilà, si vous voulez le trimballer en toute sécurité, vous pouvez avec cette petite housse en tissu qui casse pas 3 pattes un canard, mais qui a au moins le mérite d'être offerte, avec un petit zip, et à l'intérieur on trouve diverses choses. Alors une petite poche ici qui contient des piles pour l'utilisation, j'en ai déjà mis pour le besoin du test. Ce sont des piles alcalines AA, donc totalement standard, des LR6 si vous préférez. Attention, on ne peut pas mettre de piles rechargeables dans cet objet, j'ai essayé, les piles rechargeables sont un tout petit peu plus grosses, c'est vraiment minime, mais elles le sont, et en l'occurrence, dans cet appareil-là, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'ils en ont fait exprès parce que les piles alcalines délivrent un tout petit peu plus de voltage et je pense que ça nuirait à la précision de l'objet de mettre des piles rechargeables. Et puis un petit accessoire qui permet de tester les... comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, les transistors, voilà, qu'on connecte en fait directement dans les petits trous ici et ça permet de mesurer les valeurs du transistor, mais je n'en ai pas sous le coude donc je pourrais pas le faire. Je vous montre juste l'objet, voilà, avec les 2 fiches bananes à l'arrière. Ensuite, on a bien sûr les sondes qui permettront de faire les mesures et qui elles aussi sont équipées à un bout de fiche banane et à l'autre bout tout simplement de pointe. Voilà. Et puis donc, on a le multimètre en lui-même qui est assez balèze, qui est plus gros que les petits multimètres qu'on a l'habitude de voir dans les magasins de bricolage à 10 balles, mais qui, je pense, devrait quand même être un tout petit peu plus classe aussi. Voilà donc comment se présente l'objet. On a le multimètre en lui-même, bien sûr, un câble noir, une sonde qu'on appelle, je crois, si je ne dis pas de bêtises, l'anode, et un câble rouge qui, lui, représente la cathode, à moins que ce ne soit l'inverse. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires, n'hésitez pas. L'objet en lui-même, il est vraiment très beau, avec un plastique qui est... vous savez, ce genre de plastique qu'on trouve sur les perceuses ou les trucs comme ça, qui donne tout de suite une impression de solidité. On a un petit port infrarouge sur le dessus, parce qu'on peut aussi tester les télécommandes, voir si elles fonctionnent bien, voir si par exemple la diode infrarouge de la télécommande n'est pas grillée, grâce à ce petit machin. Ici à l'arrière, c'est là qu'on met les 4 piles, ça tient avec des vis, mais normalement avec 4 piles, vous avez une autonomie de plusieurs années, parce que c'est pas le genre de truc que vous allez laisser allumer pendant des heures. Il y a une petite béquille pliable ici, qui est d'ailleurs maintenue par un petit aimant, quand on referme, c'est assez classe. Donc ça permet de maintenir l'objet avec un certain angle, et de procéder à des mesures, et d'avoir toujours l'écran bien lisible, ça c'est plutôt bien vu.
Voilà, et puis voilà, après, bon, bah, vous avez les différentes commandes ici en haut. Le calibrage se fait en tournant cette molette, donc par exemple, si vous voulez mesurer quelque chose qui, par exemple, une pile de 9 volts, voir son voltage, il vaut mieux se mettre sur 20 volts, parce que c'est le voltage maximal qui sera mesuré. Si vous mettez sur 2 volts, vous allez dépasser la valeur maximale et avoir un message d'erreur. Et si vous mettez 200 volts, vous allez vous retrouver avec des chiffres avec des virgules, genre 0, quelque chose. Donc c'est comme ça qu'on choisit un petit peu son calibrage. Donc on a des volts, on a des farads, hein, alors nano et microfarad, parce qu'évidemment les condensateurs ont souvent des valeurs très faibles. L'ampérage, même chose, hein, ça va de 2 mA jusqu'à 20 A, donc il y a quand même une belle amplitude. Et puis on a les ohms pour les résistances ici. On a ici ce petit voyant qui permet, enfin cette petite commande là, qui permet de mesurer la continuité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait ou pas passage de courant dans un circuit. Et aussi les fameuses télécommandes infrarouges. Et là, si vous voyez des petits symboles en forme d'onde, c'est parce qu'en fait, ça émet un signal sonore quand vous avez de la continuité. Ce qui est pratique parce que vous n'avez même pas besoin de regarder l'écran. Vous placez vos sondes et vous savez tout de suite si le courant passe ou pas. Si ça fait un bip, c'est que le courant passe. Voilà. On allume ou on éteint l'objet en maintenant ce petit bouton ici. Voilà. Et il se calibre, donc ici sur 0 volts, je peux commencer par mesurer un voltage. On va peut-être commencer par là d'ailleurs, essayer de mesurer un voltage. Donc pour ça, c'est assez simple, hein. On prend le premier câble, le noir, on défait l'espèce de petit bouchon ici et l'espèce de petit bouchon là. Donc à un bout, on a une fiche banane, de l'autre, on a simplement une pointe, hein, qu'on viendra mettre sur le circuit. Donc on branche sur cette prise là, et ensuite l'autre prise ici dépend de la mesure que vous allez faire. Donc si c'est des volts, des ohms, des hertz ou de la capacitance, vous vous mettez ici. Si c'est de l'ampérage, vous vous mettez là. Et si c'est de l'ampérage vraiment très fort, 20 ampères c'est énorme, hein, vous allez vous mettre ici. Voilà. Sachant que pour certaines mesures, il faudra déplacer le câble noir sur cette prise là. Voilà. Donc bah écoutez, on va procéder à une petite mesure pour voir un petit peu comment ça marche. Bien, alors on va commencer par faire une mesure vraiment très basique. Je vais mesurer la tension en sortie d'une pile rechargeable que je viens de recharger à bloc. Donc en général, une pile rechargeable comme ça, elle sort un voltage entre 1,2 et 1,5 volts, sans jamais atteindre les 1,5. Hein. Les 1,5, on les atteint, parfois même on les dépasse un petit peu sur une pile alcaline, mais pas sur une pile rechargeable. Du coup, là, j'ai mis le calibrage sur 2 volts, et j'ai mis le courant sur continu. En fait, il se met par défaut sur continu d'ailleurs. Hein. Et vous pouvez vous mettre en courant alternatif, mais en général, sur de l'électronique, il est rare qu'on ait du courant alternatif, ça va plutôt servir aux électriciens, le courant alternatif. Et là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais tu nous dis ça, mais nous, sur l'écran, là, on voit que dalle. Bah oui, c'est le problème des écrans LCD monochrome, vous le savez, on voit pas grand-chose. Mais petit raffinement sur ce multimètre-là, j'appuie ici, et j'ai un rétroéclairage qui est néanmoins temporaire. Hein. Au bout d'un moment, si je ne touche à rien, ça revient dans l'obscurité. Mais je vais pouvoir faire ma petite mesure de pile. Hop, je me mets à une des bornes, je place l'autre sur l'autre borne, et je lis 1,31 volts, ce qui est cohérent avec ce que je vous disais à l'instant. Cette pile est bel et bien rechargée à bloc. Si je l'avais mesurée alors qu'elle était déchargée, j'aurais eu certainement quelque chose comme 1,1 volt, voire peut-être même 1 volt, parce que c'est ça, hein, en fait, quand une batterie commence à se vider, sa tension chute. Voilà, donc une petite mesure simple. On va en procéder à une un petit peu plus chiadée maintenant. Allez, on va procéder à une mesure un tout petit peu plus complexe. Je vais prendre un montage électronique que j'ai fait il y a quelques mois. C'est un RGB shifter, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ça permet de recentrer l'image d'une console RGB sur un téléviseur qui est lui aussi RGB. En fait, quand vous avez une télé, une console et un câble RGB pour relier les deux, vous avez une qualité d'image au top. Mais l'image, elle est légèrement décalée vers la gauche. Vous ferez l'expérience chez vous, si vous avez une console RGB, un câble RGB, une télé RGB. Vous verrez que l'image est légèrement décalée à gauche. Et que certaines consoles, d'ailleurs comme la GameCube, proposaient dans les options de redécaler l'image vers la droite. Mais malheureusement, certaines autres consoles comme la Mega Drive, la Super Nintendo ou la première PlayStation ne le proposent pas. Et du coup, vous avez une image qui est décalée en permanence, à condition évidemment d'utiliser un câble RGB. Hein. Donc c'est chiant parce que du coup, vous avez une meilleure qualité d'image, mais elle est décalée vers la gauche. Et en fait, ce petit montage permet de corriger ce défaut. En tournant ce potentiomètre ici, je fais varier une valeur dans les péritels, en fait, celle du composite,
puisque le RGB est synchronisé sur le composite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a ce foutu décalage. Si vous êtes en composite, vous ne verrez pas de décalage puisque la synchro est bonne, mais si vous êtes en RGB, c'est synchronisé sur le composite et donc c'est décalé. Et cet appareil permet de corriger le problème. Je l'ai fabriqué moi-même il y a quelques mois. C'était assez compliqué de trouver les composants. D'ailleurs, certains d'entre eux, notamment les 3 puces ici au centre, j'ai finalement acheté les composants sur un site allemand et ça fonctionne super bien. J'en ai fabriqué 2. Il y en a un qui est actuellement dans mon installation et qui fonctionne en permanence, qui me permet d'avoir une image bien centrée. Et puis donc un deuxième que j'avais fabriqué au cas où le premier est un pépin. Voilà. Donc ce qu'on va mesurer par exemple, c'est la valeur de... Bah tiens, on va prendre cette résistance parce qu'elle est dans un coin, ça va être plus facile de mesurer. C'est marqué normalement, elle fait 330 ohms, hein, c'est marqué en dessous. Sur le PCB, il y a marqué les valeurs de chacun des composants. Donc on va voir, on va se mettre sur les bornes de cette résistance et voir si je mesure bien mes 330 ohms. Voilà, et donc comme vous pouvez le constater, quand je suis placé aux 2 bornes de ma résistance, je mesure 329 ohms, alors 0,329 kΩ en l'occurrence, tout simplement parce que en centaines, on plafonne à 200, donc là comme j'étais sur 330, et ben je me suis mis sur le calibre du dessus. Voilà, mais la valeur est cohérente. Il y a un petit écart, vous avez remarqué, mais c'est toujours comme ça sur les résistances, elles ont ce qu'on appelle une tolérance. Là, 1 ohm, c'est franchement excellent. Bien, et donc du coup, quand vous testez la continuité ou les télécommandes, l'appareil ne va pas indiquer grand chose sur l'écran, c'est surtout le bip qui est intéressant. Là, si j'appuie sur une touche de la télécommande, j'ai bien un bip, donc il y a bien eu signal et je sais que ça fonctionne. Par contre, si je prends une télécommande dont je sais qu'elle ne marche pas, il ne se passe rien. Voilà comment on peut déterminer quand un appareil fonctionne ou pas. Allez, il nous reste encore une fonction à tester, c'est la fonction oscilloscope. Je me suis mis à mon atelier ici pour des raisons de sécurité, parce qu'on va travailler sur du 230 volts, donc c'est quand même assez dangereux. Et puis l'autre raison pour laquelle je me suis mis ici, c'est que l'atelier étant une pièce de la maison que j'ai entièrement aménagée, qui n'était pas déjà faite, c'est l'une des seules qui n'est pas avec des fusibles, mais avec des coupe-circuits. Comme ça, si je fais sauter les plombs, je ne serai pas obligé d'aller acheter des plombs, je serai juste obligé de remettre le coupe-circuit en marche. Donc ça me coûtera moins cher, n'est-ce pas? Voilà, donc écoutez, pour le moment le courant est coupé, du coup évidemment l'oscilloscope n'indique rien, hein. On a une courbe plate, vous voyez, si je mets l'éclairage, vous voyez qu'il n'y a que dalle. Je vais mettre le courant. Et ici, on peut voir la courbe d'amplitude qui est apparue. On peut voir la mesure du voltage ici, on est à 239, donc c'est un petit peu haut, on devrait être à 230 normalement, mais il y a toujours un petit peu de rab sur les prises de courant. Et l'amplitude, la fréquence du courant, c'est normalement 50 Hz en France. Là, on est un tout petit peu en dessous à 49. Alors, je ne sais pas si c'est l'appareil qui a une petite tolérance de mesure ou si c'est le courant qui a une petite tolérance. Je pense que c'est le courant parce que de temps en temps, l'appareil indique 0,48. Donc c'est pas totalement super méga stable. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que vous pourrez mesurer l'amplitude. Mais ça vole pas très haut parce qu'on peut mesurer que des courants alternatifs avec cet appareil. Et bon, en général, à part celui qui sort de votre prise... Presque tout est en courant continu dans l'électronique de toute façon. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Alors je me doute bien que ce produit ne va pas intéresser tout le monde. En fait, c'est vraiment un produit à vocation professionnelle pour les électriciens, les électroniciens et, dans une moindre mesure, les informaticiens comme moi. Ça permet de faire des diagnostics fiables sur un circuit électronique et ça, c'est vraiment super sympa. Il y a plein de possibilités de mesure, il y a plein de fonctionnalités, et le petit plus qui fait de ce multimètre la Rolls des multimètres, c'est sa petite fonction oscilloscope. C'est un excellentissime multimètre. Au niveau oscilloscope, c'est beaucoup plus basique, ne vous attendez pas à pouvoir faire des mesures ultra précises avec, mais ça a au moins le mérite d'être présent. En fait, pour moi, cet appareil n'a qu'un seul défaut, c'est sa taille et son poids, qui sont assez importants quand même. L'appareil est lourd, et puis l'appareil est grand, il rentrera pas dans toutes les boîtes à outils, ça c'est clair. Voilà, après, c'est un appareil très complet, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Et puis cette grosse taille, il la compense par des petites choses sympas, comme notamment le fait de fonctionner avec des piles LR6, et non pas avec des piles carrées 9 volts, là, qui sont communes sur ce genre d'appareil, et qui sont assez chiantes, parce qu'elles durent pas super longtemps d'une, et puis de deux, elles coûtent plus cher à l'achat, que des bêtes piles LR6 qu'on a toujours dans un coin de sa maison et qui peuvent permettre de faire une mesure comme ça en urgence quand on n'a pas de pile sous le coude.
Donc, chouette petit appareil. Moi, en tout cas, il va directement aller rejoindre mon équipement pour mon boulot. Franchement, je suis content d'avoir découvert ce truc-là. Je pensais pas qu'il existait des multimètres aussi chiadés. Celui-ci m'a vraiment beaucoup plu. 4 étoiles et demie, une demi-étoile de moins, donc à cause de sa taille. Mais ça reste un excellentissime appareil de mesure professionnelle. Et bien voilà, c'était le test de ce multimètre slash oscilloscope. J'espère que cette vidéo vous aura dissuadé de faire la même connerie que moi et de vous lancer dans le même boulot que moi. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!